Bonjour à tous et bienvenue à ce direct live de l'orientation consacré aujourd'hui aux études en architecture. On en parle souvent comme d'un métier passion. C'est un cursus pluridisciplinaire qui permet d'allier sphère créative, esprit scientifique et technicité. Chaque année, plus de 20 000 étudiants poussent les portes des 23 écoles d'architecture répertoriées, des écoles qui sont majoritairement publiques. Et c'est le cas justement de l'école d'architecture de Montpellier où nous nous trouvons actuellement, qui accueille environ 900 étudiants et qui permet d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Vous verrez que les matières et les disciplines enseignées sont assez larges. Elles vous permettront d'avoir une approche à la fois historique et méthodique qui vous permettront soit d'être opérationnel dans vos projets de conception architecturale, soit d'élargir vos objectifs professionnels et par exemple de travailler dans le design ou de devenir scénographe. Alors quels sont les prérequis pour s'orienter vers cette filière? Sur quoi repose le contenu pédagogique enseigné à l'école et quels sont véritablement les débouchés à l'issue de vos études? L'idée aujourd'hui, c'est justement de vous éclairer sur ces différents aspects et puis de vous donner des exemples précis qui vous permettront de savoir si oui ou non cette formation correspond à vos attentes. Alors, il ne s'agit pas d'une conférence figée, vous pouvez interagir avec nous et poser des questions en direct à tout moment. Nous ne manquerons pas de les relayer. Et puis, puisque vous êtes derrière un écran, hein, c'est somme toute assez anonyme. Alors, il n'y a pas de questions absurdes, n'hésitez pas à effectuer cette démarche. Pour démarrer, je vous propose de découvrir qui sont les invités qui m'accompagnent en plateau aujourd'hui. Daniel Andersch, hein, qui est architecte urbaniste d'État et directeur des études et de la pédagogie au sein de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. À ses côtés, Fanny Souche, qui a Bonjour. 23 ans, qui est étudiante en deuxième année de master dans le domaine d'études Métropole du Sud. Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté de témoigner. Merci. On le disait en introduction, ça fait partie des métiers qui suscitent l'engouement à la fois artistique, intuitif, intellectuel, mais aussi très réglementé. Avec des normes et donc des règles, le métier d'architecte nécessite une formation solide. Alors Daniel Andersch, dites-nous quels sont les atouts que l'on doit posséder pour devenir architecte. Par exemple, est-ce qu'on doit avoir un bon coup de crayon? Oui, vous le disiez en introduction, l'homme est composé d'un corps et d'un esprit. Et quand on réfléchit à qui doit aller étudier en architecture, eh ben, on a en effet des dispositions intellectuelles et physiques à avoir. Et le coup de crayon fait partie, l'habilité manuelle fait partie des dispositions qu'on demande à avoir pour entrer en école d'architecture. Ce n'est pas essentiel, on peut le contourner. Aujourd'hui, la technique notamment permet de pouvoir ne pas savoir dessiner, utiliser l'ordinateur, utiliser des outils, des machines. Mais en effet, il faut savoir représenter ce qu'on voit. C'est ça le dessin. Et la deuxième caractéristique serait certainement la curiosité. Et là, c'est plus une caractéristique intellectuelle, mentale. C'est être intéressé par ce qu'il y a derrière le mur, aller chercher à comprendre comment fonctionne un bâtiment, être en prise avec ce qui se passe dans la rue, derrière la fenêtre, derrière les volets cachés d'une maison, savoir comment fonctionne un logement. Thierry Paco, sociologue, que vous étudierez si vous venez à l'école d'architecture, dit que les étudiants doivent être des chercheurs d'or, H-O-R-S, des chercheurs de quelque chose d'autre. Ils doivent être des faiseurs de monde. Voilà. Il doit avoir cette cohésion entre cette capacité à représenter les choses, à comprendre ce qui se passe. Là, devant nous, on a des maquettes. Et aussi avoir cette capacité mentale, intellectuelle à être curieux. Alors, pour exercer en tant qu'architecte, il est nécessaire de s'inscrire à l'ordre professionnel. Et pour porter ce titre d'architecte, il faut impérativement obtenir un diplôme dispensé par une école d'architecture comme la vôtre, hein. Alors, comment fait-on justement pour intégrer ce type d'établissement? Quelles sont les conditions d'accès? Alors, les conditions d'accès sont évidemment assez simples. La grande majorité des étudiants qui rentrent à l'école d'architecture passent par le fameux Parcoursup. Euh, c'est la grande question. Les choix ont démarré. On est en pleine période en ce moment de ces, voilà, sur Internet, arriver à inscrire ces 10 choix prioritaires. Euh, alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on prend la photographie des étudiants qui sont rentrés à l'école d'architecture depuis quelques générations, il faut avoir des bonnes notes en première et terminale, une moyenne autour de 15-16. C'est à peu près la moyenne actuellement des notes qui rentrent des étudiants qui rentrent en école d'architecture. La moyenne est calculée sur la première, sur les 2 premiers semestres de terminale,
et sur la meilleure des 2 spécialités. Vous me disiez, il n'y a pas de plafond de verre. On veut, rouvrir, à des parcours atypiques et moins normés finalement qu'un bac scientifique. Justement, quel est, le profil de ces étudiants? Alors, ils ont certes un bon niveau scolaire, mais d'où viennent-ils finalement? Alors c'est pour ça, par exemple, qu'on a ouvert à toutes les spécialités. On prend la meilleure note des 2 de vos spécialités sans aucune préférence. Ce n'est pas obligatoirement, comme ça a été le cas pendant des années, la spécialité, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Les domaines plus artistiques, les domaines, plus dans les sciences du vivant ont tout à fait leur place dans une école d'architecture. L'architecture est partout. L'architecture est santé, l'architecture est technique, l'architecture est ingénierie, l'architecture est urbanisme. Aujourd'hui, on ne peut plus renfermer notre choix d'étudiants à des filières purement scientifiques. Fanny, vous me disiez effectivement, il faut avoir des bons résultats scolaires, mais ce qui est important, c'est de savoir aussi se valoriser, notamment via la lettre de motivation? Oui, parce que, pour, pouvoir, postuler en école d'architecture via Parcoursup, on va pouvoir déposer une lettre de motivation, et donc, j peut-être, je sais pas, autant que les notes, c'est là qu'il faut, vraiment, déjà faire preuve d'une certaine sensibilité, par rapport à la au monde de l'architecture, avoir déjà une curiosité, de ce monde-là, même si c'est normal, on va pas encore forcément connaître, tous les noms, d'architectes, ça c'est on ne demande pas forcément d'avoir des connaissances quand on arrive, dans ce monde-là, mais une sensibilité, à ce domaine. La première étape, c'est la présélection, hein, sur dossier. Puis ensuite, le candidat va devoir passer un entretien face à des profs. Fanny, vous êtes passée par là, justement. Dites-nous, comment ça se déroule? Quel est le type de questions qu'on va vous poser? Et finalement, comment ça se prépare, cette étape ultime? Alors, l'entretien, c'est l'élève face à 2 professeurs en général. J'ai fait plusieurs, écoles d'architecture et c'était, à chaque fois ce modèle-là. Et encore une fois, les professeurs ne vont pas chercher à tester vos connaissances sur l'architecture, mais à essayer de définir, quel genre de personne vous êtes, quel est votre profil, si vous avez des passions, est-ce que vous pouvez, les relier au domaine de l'architecture? Donc, pour mon cas, c'était, le théâtre. J'avais déjà, voilà, cette sensibilité, à l'espace, le déplacement du corps dans l'espace. Je J'appréhendais un petit peu ces éléments-là. Et après voilà, c'est essentiellement sur votre curiosité. Si vous aimez voyager, c'est important de le dire. Si lorsque vous avez voyagé, vous avez visité des lieux et des bâtiments qui vous ont marqué, c'est important de le signifier aussi. C'est voilà, donc à préparer, c'est pas forcément préparable parce que ça va surtout être, des questions sur, qui vous êtes. Vous, vous sortiez d'un bac S, hein, vous avez Absolument. intégré l'école directement à l'issue, C'est du ça, bac. j'avais des assez bonnes notes en terminale qui m'ont permis d'être, sélectionnée directement à l'entretien. Hem, mais après il y a aussi des élèves qui se réorientent, ça c'est vraiment pas un blocage. Il y a des élèves qui n'arrivent pas forcément directement d'un baccalauréat et qui ont déjà fait des années, à la fac ou ailleurs, avant de rentrer à l'école. Cette deuxième étape, je crois qu'elle a lieu cette année le 13 mai et en visio, c'est bien ça? Le, l'étape De de sélection, des autres étudiants, oui, arrive dans une deuxième phase, après Parcoursup, une fois qu'on a établi nos listes. Alors, cette journée-là, du 13 mai, c'est l'occasion, de réunir nos 600 étudiants. Mais ce que je voudrais dire en complément, c'est que, on a aussi toutes les filières techniques qui nous intéressent. C'est essentiel. Je ne sais pas si j'anticipe sur ce que vous vouliez poser comme question, mais vous me laissez continuer, donc très bien. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas que les filières générales. Quand on constitue une promotion, on constitue une famille qui va vivre ensemble pendant 5 ans. Il faut qu'il y ait des gens qui ont un peu plus d'expérience, des gens qui ont un peu plus de maturité, des sorties du bac, tout jeunes, à 17 ans souvent, qui arrivent encore avec leur méthode de classeur et leur trousse et leur stylo. D'autres qui vont arriver avec un parcours un peu différent, peut-être un peu plus technique, qui vont du coup aller chercher un peu d'autres types de clés. Et c'est cette famille-là que l'on doit. L'école d'architecture, c'est une petite école, c'est pas une grande université avec des milliers d'étudiants, on s'y perd pas, on sait très vite où est son atelier et son groupe. Donc les filières techniques, si vous nous regardez, vraiment, vous avez toute votre place aussi dans ces choix d'étudiants, ainsi que ceux qui sont allés faire un peu ailleurs autre chose. Ils reviendront et ils repostuleront par validation d'acquis pour entrer éventuellement en deuxième ou troisième année.
Je le disais tout à l'heure, il existe une vingtaine d'écoles reconnues par l'État et justement, je disais que Montpellier était l'une des plus attractives. Elle est la troisième école la plus demandée par les élèves après Paris, sur Parcoursup, hein, bien entendu. Concrètement, chaque année, vous examinez combien de dossiers? À plus de 2000. On examine plus de 2000 dossiers. Alors c'est vraiment là où on se rend compte que l'école d'architecture reste encore un vœu très général de nombreux étudiants parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est que l'architecture. Alors, on peut venir faire un an, une licence et aller autre part derrière. Je crois que là, ce qui va marquer la génération à venir, c'est cette hybridation. Alors, le mot hybride revient beaucoup dans les études d'architecture. Cette espèce de. On n'est pas dans un schéma obligatoirement tracé. Quand on vient chez nous, on peut partir dans une césure, on peut partir en relations internationales, on peut aller faire un double diplôme en Espagne, un double diplôme dans une école d'ingénieurs comme l'école des mines d'Alès. On peut aller dans une autre, éventuellement dans un autre master. Avec la fac de géographie, on a quelques, je crois que c'était l'objet de votre dernier direct live, on a quelques passerelles aussi. Donc voilà, donc c'est une richesse assez. L'école d'architecture, comme je vous dis, l'architecture est un peu partout dans notre quotidien. Fanny, vous me disiez, il est important aussi de mettre le maximum de vœux sur Parcoursup, puisque les critères de sélection suivant les écoles d'architecture ne sont pas les mêmes manifestement? Oui, ça, alors après, c'est pas une certitude parce que je suis pas, dans ces sélections-là, mais j'ai souvenir qu'aux entretiens que j'avais faits, il y avait des écoles qui avaient plutôt tendance, des professeurs qui montraient des images, qui disaient: «Allez-y, parlez-moi de ces images», d'autres qui allaient vraiment se concentrer sur, «Parlez-moi de vos passions», donc je pense qu'effectivement, chaque école a des critères de sélection différentes. Il y a aussi leur, attractivité qui va faire que ça va être plus ou moins difficile de rentrer dans certaines écoles, donc plus on en demande et plus, on a la chance d'être choisi par l'une d'entre elles. Oui, justement, Montpellier serait l'ENSA la plus difficile d'accès. Elle arrive en dernière position dans le palmarès. Ça veut dire que suivant les écoles, donc les critères sont variables. Qu'est-ce qui explique cette difficulté ici à Montpellier pour intégrer l'école? Donc il y a bien deux étapes. La première, c'est l'algorithme de Parcoursup, dans lequel on essaie d'augmenter un peu les pourcentages de toutes les autres filières de manière à avoir des promotions plus disparates, plus hétérogènes, un peu moins homogènes. Et la deuxième étape, c'est donc cette orale. Orale, où l'étudiant se retrouve en face de deux enseignants et il a quelques minutes pour expliquer sa motivation. Et là, c'est très simple. La méthode, elle est facile. Si vous avez vu une exposition, si vous avez lu une BD, si vous avez regardé un film et que vous arrivez à nous parler de ça, en fonction de ce que vous voulez dire sur l'architecture, vous allez déjà vous dépareiller de une grande majorité de ceux qui viennent là. Une biennale d'architecture, une exposition, c'est pas compliqué. Vous demandez à vos parents, même pas besoin de l'acheter, de regarder le catalogue d'expo, de lire l'édito, vous reprenez quelques petites phrases. Il n'est pas obligatoire de connaître la Bible de l'architecture pour venir, surtout pas. Ne venez pas nous réciter une leçon. Venez simplement nous dire quel est ce qui, dans vos tripes, vous donne envie de faire l'architecture. Parlons maintenant du contenu pédagogique. La formation donc en école d'architecture va durer 5 ans minimum. On démarre donc par une licence, c'est-à-dire 3 ans d'études supérieures post-bac. Alors sur quoi va reposer la formation durant ces premières années et quelles seront les matières enseignées? En complément, juste 60% la motivation de votre oral. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que là, vous allez contrebalancer éventuellement vos notes qui sont peut-être en plus. Alors, une fois que vous êtes rentré, on appelle ça le 3, 5, 8. 3 ans de licence, plus 2 pour arriver à 5 pour faire le master, plus 3 pour faire votre doctorat. Avec une voie un peu spécifique pour les étudiants d'architecture qui veulent devenir architectes et qui peuvent signer des permis de construire pour passer de la maquette à l'acte de construction, qui s'appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMONP. Vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre comme ça. Et donc cette habilitation, elle dure un an et elle permet aux étudiants qui ne veulent pas travailler que en agence ou dans des collectifs ou dans des bureaux d'études à monter un atelier, une agence d'architecture et pouvoir signer en leur nom propre des plans. Et donc ça, c'est un an. Donc c'est 3, 5, soit 1 pour faire un HMO, soit plus 3 pour faire le doctorat. Soit on peut s'arrêter. Alors ça, c'est l'offre complète. Aujourd'hui, il y en a qui cherchent du travail plus tôt. On peut, avec une licence, moi j'ai vu des agences, j'ai vu des collectivités,
avec des étudiants en sortie de licence qui sont les piliers de l'agence ou de l'atelier de travail. Oui, ils n'avaient pas leur master. Oui, ils n'avaient pas la possibilité de signer. Et alors, ils avaient parfaitement réalisé une très belle licence et ils étaient sortis de l'atelier de travail. Ce En qui est tout cas, fondamental, c'est le réseau du coup aussi, oui, hein, et et en le tout cas, stage. le diplôme d'État, c'est au bout des 5 ans après licence master qu'on l'obtient. Donc à partir de là, on peut travailler en agence en tant qu'architecte, même si il faut avoir la HMO pour pouvoir signer ses propres plans et ouvrir son agence. Le réseau, en tout cas, est fondamental, hein. Vous preniez l'exemple de ces étudiants qui n'avaient pas forcément validé, mais qui ont réussi quand même à intégrer et à obtenir un contrat dans une collectivité. Le réseau, c'est toujours un peu difficile à dire. Oui, un réseau professionnel, on va dire. En tout cas, une connaissance de l'éventail des activités possibles. C'est pour ça qu'on voudrait aussi développer de plus en plus de stages. Je sais Mm. que les promotions comme Fanny qui arrive aujourd'hui en M2 ont réalisé des stages, mais on aimerait que vous en ayez encore plus à Oui, faire. oui, évidemment. 3 mois, 6 Mm. mois de stage. L'école des mines, les écoles d'ingénieurs font tout ça déjà. Donc là, petit à petit, on va étoffer ces stages et c'est là que, entre guillemets, on fait du réseau. Alors, le réseau, souvent, on met ça du côté un peu politique et réseau d'affaires. Mais en tout cas, un réseau de connaissances. Savoir où on peut aller travailler. Et c'est là, comme tu dis très justement, Fanny, une grande majorité des étudiants trouvent du travail après le master. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans d'études. Alors concrètement, on étudie quoi les premières années? Quelles sont les matières? Puisqu'on ne l'a pas encore détaillé, il y a l'histoire de l'art décoratif, l'histoire de l'architecture. Sur quoi ça repose, le Ah, contenu alors, on va en parler de manière, on va synthétique? dire, simple. Hein. On ne va pas rentrer, il y a des unités d'enseignement qui correspondent et qui mélangent un peu les champs disciplinaires reconnus, normés. Je ne vais pas vous embêter avec tout ça. En gros, il y a une unité d'enseignement d'architecture, le studio d'architecture. Et là, ça veut bien que peut-être que Fanny en touche un mot, parce qu'en fait, on n'apprend pas l'architecture comme on apprend une discipline dans une fac, en amphi ou dans un cours. Ça se rapproche un peu du TD, mais c'est encore un petit peu plus compliqué, ça se fait à table. Ce serait bien que deuxième unité d'enseignement, c'est un champ qui est plus intellectuel, plus théorique, avec des grands cours, un peu de TD qu'on a rajouté dernièrement, alors qui s'emboîte encore pas parfaitement au cours, mais on essaie d'avoir des travaux pratiques qui se relient aux cours magistraux. Et là, on a de l'histoire, la géographie, voilà, c'est des grandes disciplines. Une troisième unité d'enseignement qui est technique, ambiance, structure, construction, qui se rapproche un peu de ce qu'on peut voir en école d'ingénieur éventuellement. Et une quatrième unité d'enseignement qui est là, une dimension beaucoup plus plastique et artistique. On a des pratiques artistiques, et tout ça, ça se complète. Et on est en train de travailler sur une bonne coordination de l'ensemble de ces différents champs. Fanny, vous souhaitiez justement compléter? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au lycée, en fait, il n'y a plus aucune matière en commun. Il y a juste un petit peu d'anglais qui reste pour maintenir le niveau. Mais sinon, c'est que des nouvelles matières. Donc, quelle que soit la formation de laquelle on arrive, tout le monde va un petit peu être à zéro et recommencer sur le même pied d'égalité. Avec donc voilà les matières théoriques qui sont peut-être en moins grande quantité même que les matières pratiques. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant et qui peut être attractif dans ces études, c'est c'est garanti, on va pas passer toute la semaine assis à écouter un professeur parler. Et la matière qui a le plus de poids et qui prend une journée entière consacrée à ça dans la semaine, c'est donc, comme le disait Monsieur Andersch, le studio. Et durant cette matière, on va avoir un sujet défini en début de semestre. On va être répartis en petits groupes, donc classe de 25-30 élèves maximum, avec un sujet sur lequel on va devoir réfléchir, imaginer, concevoir un projet d'architecture de A à Z avec donc des plans, des maquettes, et ensuite le présenter devant notre professeur avec un oral pour le vendre comme si ce projet allait être construit dans la vraie vie. Et c'est vraiment ça qui permet de nous entraîner au métier d'architecte. Décrivez-nous justement les maquettes qui sont devant nous. Ça fait partie des travaux qui ont été réalisés. Celle-ci, je crois qu'elle date seulement de juin 2022, celle-ci de 2019. Alors donc là, on a des maquettes, on peut voir qu'il y a déjà différentes échelles. Donc là, une maquette plutôt urbaine qui va réfléchir à l'intégration du bâtiment dans son quartier et dans son environnement, avec donc des morceaux, là on peut voir une rivière qui passe, les bâtiments alentours et le projet tout de suite en blanc qui se démarque. Le but, c'est évidemment de vendre le projet qu'on crée, donc de faire en sorte qu'il se voit plus. Et là, c'est peut-être d'ailleurs le même projet, mais à une échelle plus grande.
où on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'aménagement, des logements, avec, jusque voilà, là, un petit peu de mobilier qui a été réalisé dans la maquette pour bien comprendre le projet. Alors justement, Fanny, vous en avez réalisé, plusieurs, hein, des projets de ce type. Vous avez travaillé, je crois, sur un hôpital, sur un écoquartier et également sur, des villes à l'étranger? Oui, absolument. J'ai la, sensation qu'il y a un petit peu, un une progression dans les projets. Les professeurs font en sorte que, voilà, on commence pas tout de suite à faire, des maquettes de ce genre-là. On commence par exemple, en première année à faire, des pavillons, éphémères. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais donc des petites architectures qui peuvent être, démontables. On a ensuite, les premiers logements avec encore une fois des petits logements, éphémères, avant de rentrer vraiment dans la maison individuelle qui se voit plutôt en 2e année. Donc voilà un petit peu réfléchir au logement avant de passer à une échelle du logement plus grande en 3e année avec, le logement, collectif qui se voit un peu. Et ensuite, on a en master, là, plutôt l'échelle urbaine. C'est donc là que j'ai eu l'occasion de travailler avec le domaine d'études Métropole du Sud sur différentes villes, avec New York en M1, avec le voyage d'études qui a pu également avoir lieu pour travailler ce projet. Et cette année, la ville d'Athènes. Donc, encore une fois, projet plutôt urbain, réflexion à grande échelle d'un quartier entier. Vous me disiez quand on arrive à l'école, notamment la première année, qu'on nous montre ce type de maquette, on se dit: «Ça paraît Oui. insurmontable» et pourtant, finalement, on y Et parvient. pourtant, tout le monde y arrive parce que c'est vraiment fait progressivement. Et il y a aussi, quand on arrive en première année, qui aide beaucoup, c'est la solidarité entre les étudiants. À l'école d'architecture, il y a les coursives qui sont vraiment un lieu de travail entre étudiants qui est très important parce que c'est là Promotion, qu'on va plus ancienne. rencontrer exactement les promotions plus anciennes qui vont nous aider et nous permettre d'arriver à faire ce genre de maquette très rapidement. Et il y a le parrainage donc, hein, vous avez été parrainée, vous êtes devenue par la suite marraine également? C'est ça. Il y a un système, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est très sympathique d'y participer, autant pour créer du lien social que pour être, aidé, scolairement parlant. Il y a des fiches à remplir en début d'année où on va pouvoir rencontrer une personne, des années supérieures qui va devenir notre parrain ou notre marraine, et nous aider, au cours des études. Et puis, il y a une grosse vie étudiante, hein, également au sein de l'école d'architecture. Je crois qu'il y a au total 8 associations, présentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire Absolument. un mot? L'un ou l'autre? Comment ça se Oui, il y a effectivement de nombreuses associations. Ça, c'est aussi super quand on arrive parce que, donc il y a par exemple une association qui va nous proposer du, matériel d'architecture, à moindre coût, qui va nous dire, de quoi on a besoin pour, commencer en architecture. On a évidemment la cafette qui nous permet, de pouvoir, se restaurer le midi parce que le resto U n'est pas forcément, très à côté de l'école. On a des associations, qui vont pouvoir organiser, des voyages, des sorties, des fêtes évidemment, car c'est aussi ça, l'école d'architecture et la vie étudiante. Il faut quand même pas faire, que travailler tout le temps. Et donc, ça nous permet de rencontrer vraiment, plein de personnes, toutes promotions confondues. Ne pas rester, vraiment qu'entre première année, mais rencontrer plus de personnes. Oui, là, on rentre un petit peu dans ce qui fait la différence entre les écoles d'architecture. Elles ont toutes un tissu associatif qui n'est pas le même. Elles ont toutes des spécificités, des locaux qui caractérisent une position dans la ville qui fait que chaque école d'architecture est un peu différente. On appelle un peu l'ADN quelque part, ou l'identité même de l'école. Elle est de deux registres. Elle est éminemment associative. Quand on pose la question aux premières années, pourquoi ils ont choisi Montpellier, souvent le soleil qui arrive, hein, et la vie étudiante et Montpellier qui vient aussi dans les choix. Mais ils sont aussi intéressés par la qualité des enseignements, évidemment Et puis, aussi. on a quand même des maîtres de l'architecture, hein, qui ont, Et des grands noms de créé des l'architecture qui enseignent créé chez nous. Voilà. et qui ont créé des bâtiments à Montpellier, donc on est une belle Et illustration, je pense que Montpellier, la ville, communique sur l'architecture beaucoup et donc est très attractive sur ces sujets-là. Donc, on a 8, même 9 associations en ce moment qui partent en effet du Ministore qui vend du matériel, à Cafette qui fait à manger pour jusqu'à 500-600 personnes entre midi et 2. Donc ça, c'est entièrement étudiant. On a un atelier maquette qui est très très important avec un Fab Lab, une fabrique aussi numérique. Donc, qui sont des endroits où on conçoit ces objets parce que les étudiants
peuvent des fois, s'ils ont la chance encore d'avoir un appartement en coloc assez grand, ou d'habiter peut-être chez leurs parents, et cetera, ils ont du mal à faire ça chez eux, dans un studio. Donc ils viennent le faire en coursive, comme disait Fanny, ils viennent le faire dans l'atelier maquette, et ça, c'est des choses que l'école doit donner aux étudiants. On a aussi une association qui a été créée cette année, j'aimerais aussi éventuellement mettre en avant parce que ça peut intéresser les futurs candidats à l'école d'architecture, c'est POSE, une association qui s'est organisée pour aider les étudiants à partir en césure. On disait au début qu'il fallait qu'ils aillent voir aussi un peu ailleurs comment ça se passe. C'est aussi important et ça fait partie aussi de ce tissu associatif. Différencie un petit peu l'école d'architecture de Montpellier des autres écoles de France. Concernant le coût de la formation, est-ce que ce sont des études onéreuses? Tu peux répondre, dis Alors, honnêtement. au niveau de le coût de l'année scolaire en elle-même, déjà, il faut savoir que pour les élèves boursiers, c'est gratuit. Donc ça, c'est quand même à signaler parce que ça permet que ce soit accessible. Pour les élèves non boursiers, il me semble que c'est quelque chose comme 300 € en licence et 500 € en master, donc l'année scolaire. Et après, par contre, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le coût du matériel de dessin, du matériel de maquette, qui peut quand même représenter un coût pour les élèves qui n'en ont pas forcément les moyens. Et aussi, surtout, l'ordinateur, dont on a besoin. En première année, ce n'est pas nécessaire car on est surtout sur du dessin à la main. Mais dès la deuxième année, c'est important d'investir dans un bon ordinateur qui va pouvoir tenir tout le cursus. Donc, il faut compter environ 1 000 €, je dirais, à minima. Ça peut dépasser largement. Et donc, voilà, il faut un bon ordinateur pour faire tourner les logiciels d'architecture qui sont assez demandeurs. On dit souvent que les études d'architecture sont énergivores avec des périodes de travail très intensives. D'ailleurs, il y a une expression propre hein, à cette discipline, on dit être charrette. Alors Fanny, est-ce que le travail est vraiment colossal et est-ce qu'il faut se préparer finalement à ces nuits blanches? Alors déjà, la charrette, c'est effectivement un petit peu une tradition, même si c'est pas forcément positif. Ça date du 19e siècle, hein, je Oui, crois. Hein. absolument, oui, il y a une petite histoire autour de ça, effectivement. Personnellement, je n'en ai jamais fait, donc c'est pas une fin en soi, on peut l'éviter. Après, je me suis déjà eu couchée très tard, pour finir des projets parce qu'en fait, c'est surtout en première et deuxième année que je l'ai ressenti. Il y a un petit peu une mise sous pression, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est dans les faits. C'est peut-être pour essayer de voir qui va arriver à tenir et à rester jusqu'au bout, de la licence. Mais les professeurs, aiment bien voilà, à mettre des délais assez courts sur des travaux qui sont assez longs, surtout au début étant donné qu'on découvre. Donc ça, c'est effectivement quelque chose, auquel il faut être préparé. Mais il y a quand même cette, solidarité étudiante étant donné que c'est pas comme les études de médecine, il y a pas de concours à la fin. À la fin, tout le monde peut avoir le diplôme. Donc il y a une solidarité entre les étudiants qui se développe, entre les différentes promotions. On peut, voilà, s'entraider pour, arriver à outrepasser cette pression, scolaire un petit peu. Quand on sort du lycée, on n'est pas forcément en tout cas habitué à ce rythme. Quel est justement le volume horaire ou une semaine type, à quoi ça ressemble? En première année, l'emploi du temps est assez dense. Il y a pas mal de cours. Il y a la journée de studio qui va prendre une journée complète. Et le soir, quand on rentre chez soi, il faut s'attendre à continuer à travailler. Après, il y a aussi qui prennent de la place dans l'emploi du temps et c'est bien, ça permet de respirer. Il y a beaucoup d'événements, organisés, de soirées, de rencontres entre les étudiants, donc ça, c'est aussi des choses qui prennent, de la place dans l'emploi du temps, mais c'est agréable d'y participer et ça permet de faire passer tout le reste. Mais voilà, il faut s'attendre, en première année à avoir des semaines et des week-ends bien remplis. Les étudiants qui veulent travailler à côté, ça risque d'être très compliqué. Je disais qu'il y avait un taux d'échec assez, important à la fin de la première année. Est-ce que c'est le cas sur l'école d'architecture de Montpellier? Je disais également qu'il était possible de redoubler, mais seulement une seule fois. Éclairez-nous là-dessus. Alors, le taux d'échec est pas du tout si important que ça, hein. Il est assez bas. Il y a notamment la possibilité de faire ce qu'on appelle un semestre d'été pour rattraper ces studios en licence qu'on n'a pas réussi, sauf en fin de licence où là, il faut avoir complété tout le processus. Mais dans ces étapes intermédiaires, il y a la possibilité de rattraper ce fameux studio qui est cette grande journée de travail qui est la matière principale de l'enseignement en architecture. Et cette possibilité-là, elle est offerte quand même à de nombreux étudiants qui, somme toute, y arrivent assez facilement. Les redoublants, vraiment, c'est une toute petite partie des promotions dans le cycle licence quand ça avance bien. La question, en effet,
de cette pression mise aux étudiants, elle est un peu en train de s'organiser, mais elle existe. On va pas être dupe, on va pas tourner autour de cet élément hein, qui est assez particulier dans les études d'architecture. Un projet, c'est quelque chose de très personnel. On y met beaucoup de choses dedans. Les étudiants s'expriment. C'est une façon de voir le monde. C'est une façon de résoudre des problèmes sociétaux. C'est une position vis-à-vis de l'environnement, de l'écologie, qui est un sujet euh, fondamental dans les études d'architecture en ce moment. La question des ressources. Construire, c'est polluer de toute façon. On ne sait pas construire sans polluer. Donc il faut polluer le moins possible. Il faut être le mieux pour ses habitants, ce qu'on appelle la qualité d'usage, c'est-à-dire développer un bâtiment. Et le beau dans l'architecture, c'est presque devenu annexe aujourd'hui. Il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ça marche, il faut que ça marque l'histoire de manière positive. Le beau, pour nous, ce n'est pas fondamental. Il faut à tout prix, il peut avoir un rapport esthétique à l'espace, mais là, ça va être aussi un positionnement très personnel. Ce bâtiment-là, personne, on change d'étudiant, ne dessinerait de la même manière. Donc c'est personnel. Donc quand le prof émet une critique sur le projet, il émet un peu une critique sur la personne aussi, puisque le projet est personnel. Et c'est là la limite qu'il faut faire. Et donc plus l'étudiant arrive à étayer son discours, à expliquer, à avoir des arguments concrets, plus le discours se passe assez bien. Mais c'est vrai, si vous voulez faire des études un peu tranquilles, ne venez pas à l'école d'architecture. Et puis, ce sont des critiques hein, qu'il pourra rencontrer hein, lorsqu'il sera en situation, hein, face à un client notamment. Donc, ça le prépare en quelque sorte. Alors, le paradoxe, en effet, d'une école d'architecture, c'est qu'on apprend à des étudiants, des enseignants qui ont appris l'architecture il y a quelques années, apprennent à des étudiants aujourd'hui à faire un projet maintenant qu'ils ne réaliseront pas plus tard, parce que celui-là ne sera pas réalisé, pour préparer le projet qu'ils réaliseront plus tard. Vous imaginez un peu le rapport au temps qui n'est pas évident. Et donc, cette capacité de se projeter dans l'avenir, c'est une des choses essentielles des étudiants, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de penser le monde de demain au quotidien. Et donc là, c'est un rapport à l'histoire. Si on ne connaît pas bien l'histoire, on ne saura pas bien se projeter. Sans arrêt, comme on dit, un regard dans le rétroviseur pour savoir ce qui s'est passé avant, pour pouvoir mieux penser ce qui se passe après. On a beaucoup parlé de la licence, le bac+3, mais il y a également le master. Hein. À Montpellier, vous avez 6 domaines d'études différents, c'est bien ça? Alors voilà, alors, autant la licence, c'est un parcours un peu à tronc commun, un parcours global, il y a quelques choix à la carte. Par contre, le master, on rentre dans un parcours individualisé. C'est là où les étudiants construisent leur parcours. C'est là où ils vont commencer à fabriquer leur portfolio, leur CV, leurs identités. Même si, au final, quel que soit le master choisi, on a tous le même diplôme à la fin. Ah oui. C'est pas une Ah oui, oui. spécialité du diplôme. Oui, Voilà. le diplôme est le même pour tout le monde. C'est un diplôme d'État en architecture. Par contre, il peut avoir des colorations. Il y en a qui vont être un peu plus sur l'urbanisme, il y en a qui vont être un peu plus sur la technique, dans la ruralité. Le choix du PFE, même si c'est dans certains domaines d'études, c'est un choix de site commun, dans d'autres domaines d'études, ça peut être un choix de site un peu plus varié, avec des thématiques différentes. Donc c'est une expression personnelle. Donc c'est un projet personnel de fin d'études, organisé dans un domaine d'études, il y en a 6, qui abordent différents sujets qui sont assez proches des grands axes identitaires de l'école. Les 3 grands axes identitaires de l'école sont la méridionalité, donc le fait d'inscrire Montpellier dans cet amphithéâtre géographique qui s'ouvre sur la mer Méditerranée. C'est à la fois le sud de l'Europe, c'est à la fois le nord de la Méditerranée. Par exemple, la thématique d'Athènes est essentielle. On peut travailler sur ces villes du pourtour méditerranéen. Ça, c'est la méridionalité. Le déjà là, ce rapport à l'existant. Aujourd'hui, Archigraphie, qui est la publication que l'Ordre des Archives sort tous les ans, nous prouve que 78% des praticiens en architecture exercent sur de l'ancien. La construction ex nihilo d'un projet neuf dans une parcelle comme ça en dehors de la ville, c'est presque terminé. On est toujours dans ce rapport à l'ancien. Regardez là, on est dans un tissu existant. Donc, on refabrique avec quelque chose. Donc ça, c'est le déjà là, c'est le rapport à l'histoire que je vous disais. Notre directeur est historien de l'architecture. Ça marque aussi une école. Et le troisième axe, c'est la santé.
La santé, parce qu'aujourd'hui, on appelle ça le care, la soutenabilité de la société de la construction, à être auprès de tout le monde, à aider les gens à s'épanouir dans leur corps, dans leur bien-être, dans la vie. Et donc les domaines d'études, ils s'organisent souvent autour de ces sujets-là, sur la question de l'urbain, donc par exemple, la métropole du Sud, sur la question de ici et maintenant, qui part dans la ruralité, sur la question de situation, qui va chercher un peu les franges des différentes fabrications urbaines et des mutations. Voilà, donc il y a toute une série comme ça. Il y a Littoralité, qui s'est créée cette année, qui va aller chercher les situations littorales. Donc on s'organise autour des grandes thématiques qui sont présentes à l'école. Et puis à Montpellier, vous avez une spécialité, d'ailleurs c'est le seul établissement européen qui la propose, il s'agit du DPEA, construire en milieu tropical. C'est un diplôme de spécialisation pour lequel d'ailleurs vous collaborez avec l'antenne réunionnaise. Alors, le DPEA, alors il existe, donc ça c'est une fois qu'on a fini le master, on peut aller dans d'autres. D'abord, il y a une spécificité du master à Montpellier, il y en a deux, double. On peut faire un double master, architecte, ingénieur avec l'école des Minales et avec l'école de Saint-Sébastien, un double diplôme architecte espagnol pour avoir le droit d'exercer ou d'aller pouvoir pratiquer dans ces deux pays. Une fois qu'on est sorti du master, c'est 5 ans, on a le même diplôme pour tout le monde. On peut soit aller faire un enchaînement, soit faire ce DPEA, du scénographie, muséographie, qui est très demandé. Là, par contre, il est fait à Montpellier. Et pendant tout ce parcours-là, il se trouve que c'est une spécificité montpelliéraine. En fait, nous sommes une co-école avec l'école d'architecture de la Réunion, qui propose également un cycle complet d'études de la licence jusqu'au master, spécialisé dans les situations d'architecture écologique en zone tropicale. Ils sont souvent à l'avance de plein de choses qui vont nous arriver chez nous, le rapport au climat. Quand il fait très chaud, là il fait 40 degrés en ce moment à La Réunion, aujourd'hui. J'étais en visio avec eux hier, ils ont 3 heures de plus, mais ils ont aussi 40 degrés de plus. Et bien dans ces situations-là, c'est un peu l'été chez eux, c'est pas dans le même ministère. Mais en tout cas, dans ces situations-là climatiques particulières, ils ont déjà appris à construire dans des endroits de dérèglement climatique avant nous. Et là où peut-être on avait un rapport avec nos anciens dom-tom, où on leur expliquait comment faire, etc., aujourd'hui les choses se sont inversées. C'est eux qui nous expliquent. Je lisais qu'on était le pays d'Europe qui comptait le moins d'architectes. À titre de comparaison, on recense 116 000 architectes en Italie, alors qu'on en dénombre seulement 30 000 en France. Comment on l'explique? Et apparemment, il y aurait une pénurie qui alerte et qui inquiète, hein, puisqu'il y a eu une tribune qui a été publiée en décembre dernier par justement les directeurs des écoles nationales. Alors en ce moment, il y a deux grands discours à porter sur la profession d'architecte dans le monde. Elle est portée par deux grands groupes de pensée. Un, ceux qui réfléchissent à la formation, donc les directeurs d'école, le ministère de la Culture, et l'Ordre national des architectes, qui statue vis-à-vis de la profession d'architecture. Ce que dit aujourd'hui, ce que disent les directeurs, c'est qu'en effet, il faut plus de moyens dans les écoles d'architecture pour arriver à enseigner l'architecture. Aujourd'hui, un étudiant en école d'architecture dispose d'une annualité de dotation financière inférieure à l'université. On ne peut pas continuer comme ça. L'architecture est au centre de l'ensemble des mots MAUX de la société et donc des résolutions aussi de la société. Il faut former plus d'architectes, former la complexité, la technique, l'art, la santé. Ça, c'est ce qu'on dit, ce que disent les directeurs. Par contre, votre chiffre, en fait, c'est pas qu'il est juste ou faux, c'est qu'il emporte le nombre d'architectes inscrits à l'ordre. La photographie, elle est très différente parce que pour un architecte inscrit à l'ordre dans une agence, on peut avoir 3 ou 4 architectes dans l'agence. Donc, je ne sais pas si les 116 000 Italiens sont les 116 000 architectes et les 30 000. Donc voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est bien de comparer. Mais est-ce qu'il y aura des besoins dans le futur, en tout cas pour ces professions, puisqu'on a parlé notamment des changements climatiques, de cette mutation? Est-ce que c'est un métier quand même en devenir? C'est un métier qui va être en prise avec tous les enjeux de la société. Et il faut les architectes partout. Il faut les architectes dans les collectivités, il faut les architectes dans les ministères, il faut les architectes dans les agences d'urbanisme, il faut les architectes dans les bureaux d'études patrimoniales. Il faut que les architectes inondent le marché. Plus on sera
dans une appréhension de cet espace et de cette fabrication de la ville et de l'architecture, mieux on arrivera à répondre à la crise du Covid, à la crise sanitaire. On a vu comment est-ce que les logements, pendant le confinement, étaient essentiels à la vie de tous les jours. On oubliait un peu son logement, sa chambre, son lit, parce qu'on vivait dehors. Les architectes pensent à ce genre de choses-là et auront de toute façon une capacité à s'installer dans des débouchés professionnels. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a suivi des études au sein d'une école d'architecture et qu'on a obtenu son diplôme que l'on devient forcément architecte. À l'issue des études, il y a un tiers des étudiants qui ne deviennent pas architectes, mais qui se tournent vers d'autres professions. On parlait tout à l'heure du design, travailler dans la décoration intérieure. C'est justement ce qui vous attire à la base, hein, Fanny. Alors, pourquoi avoir justement choisi une école d'architecture plutôt qu'une école de design? Alors c'est pas vraiment le design, il faut différencier. Même dans l'architecture, il y a plusieurs branches, dont le design. Dans le design, il y a plusieurs branches qui peuvent être le design d'objets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'architecture d'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est rénovation. Comme disait Monsieur Andersch tout à l'heure, il y a beaucoup de déjà là avec lequel il faut travailler. Et donc moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, le déjà là, rénover l'existant. Euh, pour ça, effectivement, les études d'architecture ne sont pas forcément la seule voie. Je m'étais renseignée pour des études plus spécifiques à l'architecture d'intérieur en particulier, avec les BTS Design d'espace ou les DN-Made qui se font maintenant. Et donc, j'ai fini par être acceptée à l'école d'architecture de Montpellier. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là, parce qu'en fait, ça permet de... On ne se concentre pas que sur une branche, mais on en voit plusieurs. Et donc, à la sortie, on peut choisir. Ça ne mène pas qu'à un seul métier, il n'y a pas qu'un seul type d'architecte. C'est un domaine qui est très vaste avec beaucoup de branches et beaucoup de spécialisations. Et donc, après mon diplôme d'architecte d'État, j'aimerais me spécialiser dans cette branche qui est l'architecture d'intérieur et la rénovation. Et donc, normalement, ce ne sera pas du tout un problème parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir dans ces études au milieu de beaucoup de choses autres. J'aimerais justement qu'on s'attarde un peu sur les débouchés, hein. Vous disiez, on peut travailler dans différents secteurs. Ça peut être, par exemple, les monuments historiques, les bâtiments de France ou les agences. Et c'est assez vaste finalement, hein. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la production architecturale neuve, tous les ans, c'est moins de 1% de ce qui existe déjà. Donc, de toute façon, le jour où on produit un nouveau bâtiment comme celui-là, on en a 99% qui sont déjà en fonction. Tous à réhabiliter, à rénover, heureusement, il y en a qui fonctionnent, qui marchent très bien. Et donc, ça veut dire que, évidemment, il y a cet équilibre qui se crée. Et plus on en crée, plus il y en a qui existent. Et donc, ce pourcentage se réduit. Donc, cet existant sur lequel on travaille est au cœur de notre préoccupation. Et les agences d'architecture vont le traiter. Donc, Fanny n'aura pas de mal à trouver quelqu'un ou une agence ou un collectif ou s'installer elle-même si elle le souhaite au bout d'un moment pour arriver à trouver du travail de ce type-là. Ça, Après, sur la question des autres débouchés professionnels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 2 tiers des étudiants s'inscrivent en habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, donc Sixième année? dans cette 6e année exactement, qui est nécessaire pour pouvoir signer un permis. Ils ne le font pas obligatoirement pour signer un permis. On se rend compte que beaucoup le font avec cette idée-là, mais parce qu'ils veulent leur indépendance, ils veulent leur capacité de pouvoir dire je sais faire, je suis pareil que mon chef d'agence, je suis au même niveau. Et après, on verra bien le temps qui s'installe. Un architecte ne va pas, à la sortie de l'école, construire un bâtiment tout de suite le premier jour, évidemment. Il va commencer par des petits projets, il va grandir, il va participer à des équipes. Et ça, c'est une chose essentielle. Il faut être curieux de l'autre, avoir le goût des autres. L'architecture ne peut pas se faire toute seule. On est tout le temps en équipe. C'est extrêmement rare quand, même il peut être tout seul à concevoir le projet, il peut avoir une agence d'architecture unipersonnelle avec une seule personne, mais sur le chantier, ce sera des artisans, sur le maître d'ouvrage, il sera avec une famille qui lui a commandé un projet. Donc ça, ce goût des autres, ça peut être, vous pouvez être timide, les étudiants peuvent être timides, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut qu'ils aient envie d'aller vers l'autre et de travailler en équipe, c'est essentiel. Quel est le niveau d'intégration des jeunes qui sortent justement de l'école d'architecture de Montpellier? Est-ce que vous avez des statistiques? Alors malheureusement, on a assez peu de statistiques. C'est vraiment un domaine qu'il faut qu'on creuse. C'est ce qui dénote encore un tout petit peu les écoles d'architecture, des écoles d'ingénieurs.
On a une association, on va le relancer là, cette année, à l'occasion de la remise des diplômes. Tu pourras adhérer l'année prochaine si tu le souhaites, qui s'appelle Ansalumni, l'association des anciens étudiants de l'école d'architecture, avec l'idée de parrainer ou marrainer les étudiants avec des architectes en exercice. C'est-à-dire que vous qui allez rentrer dans les années suivantes, l'association aura quelques années déjà de fonction quand vous y serez, toujours cette capacité d'architecte à se projeter dans l'avenir, euh, vous aurez la possibilité d'avoir un parrain ou une marraine qui vous accompagne pour trouver un stage, pour trouver quelque part où dormir, ou aller voir quelqu'un quand vous êtes dans un voyage à l'étranger, ou trouver du travail. Il y a une entraide assez forte quand même entre architectes. Il y a une association qui s'appelle Archipel à l'école d'architecture de Montpellier, la junior entreprise de l'école, et qui aide à trouver des contrats de travail. Et donc elle explique qu'en effet, plus vous multipliez les contrats de travail, les stages et les missions pendant vos études, plus vous avez une meilleure embauchabilité. C'est ça qu'on appelle ça. Quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience professionnelle, qui n'a pas fait de stage, qui n'était pas allé voir comment ça se passe, plus de difficultés. C'était ça un peu le réseau dont on parlait peut-être tout à l'heure. Être capable d'être allé chercher un peu en dehors de l'école. Et on appelle ça faire l'école buissonnière. Aller voir en dehors un peu ce qui se passe. Et là, sur le CV, ça dénote tout de suite. Après 5 ans d'études, est-ce qu'on a une fourchette? Quel est à peu près le salaire moyen quand on sort justement de l'école? Alors ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas du tout et qu'on ne veut pas communiquer. C'est pas qu'on ne veut pas les communiquer, on n'a pas d'études financières. C'est par contre, il y a des classifications de cadres. Un architecte, c'est un cadre A. Par exemple, en collectivité, là où il y a quand même un petit peu des registres de formation, il va pouvoir postuler à des fonctions de cadre A, des fonctions d'encadrement, des fonctions de chef d'équipe. Voilà. C'est des choses qui peuvent facilement être chef de projet dans une agence. Donc du coup, voilà, c'est des gens qui peuvent quand même prétendre à un certain salaire assez rapidement. Si les jeunes qui nous regardent souhaitent se documenter, vous avez justement apporté des ouvrages. Je précise que d'ailleurs l'école d'architecture de Montpellier a sa propre maison d'édition. Tout à fait. Alors quelques conseils peut-être? Alors, une spécificité forte de l'école d'architecture de Montpellier, en plus de l'atelier maquette, c'est sa maison d'édition. Donc, on édite des ouvrages. On édite tous les ans le projet de fin d'études. Donc là, c'est donc ce que Fanny est en train de faire sera édité dans un ouvrage l'année prochaine. On prendra l'ensemble des travaux d'étudiants de l'année. Chacun aura une présentation personnelle de son travail, ce qui permet que les étudiants, quand ils vont justement chercher du travail, vont pouvoir amener ça et dire voilà ce que j'ai fait moi par rapport à ce que fait l'école. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valorisation des travaux d'étudiants. Il y a plusieurs éditions de ce type-là. Mais par exemple, les éditions de l'Espérou, c'est une confrère architecte, une consoeur architecte que j'aime beaucoup, Johanna Batik, par exemple, je fais un petit peu de pub, a publié sa thèse qu'elle a réalisée à l'école d'architecture aux éditions de l'Espérou. Donc là, on voit, c'est avec un des grands enjeux de la ville de demain, c'est l'espace public. La façon, Hannah Arendt, philosophe, disait la politique, c'est l'espace entre les hommes, l'espace public, c'est l'espace entre les architectures. Et donc, de toute façon, quand on fait une architecture, on façonne l'espace public. La rue n'est pas la même en fonction du bâtiment qui est construit. Voilà, donc ça, c'était un peu l'objet de ces choses-là. Mais il faut aller aussi être curieux, si vous parlez de référence en publication, en ouvrage. Là, c'est une exposition qui avait lieu au pavillon de l'Arsenal, à Paris. Ça, c'est une exposition qui avait lieu à la Biennale d'architecture de Venise. Et après, ça, c'est d'autres publications étrangères qui ont été exposées dans des musées au fur et à mesure de vos déambulations. Qui est un titre que j'aime bien. L'architecte doit être activiste. L'architecte doit être une force de proposition. L'architecte doit prendre place dans la société. Donc ça, c'est... Mais après, on peut parler d'Avatar, par exemple. Avatar, c'est de l'architecture aussi. C'est quand l'humanité est arrivée à la fin de ses ressources, elle est allée chercher l'exploitation d'une nouvelle planète, elle ne respecte pas les lieux, elle construit quelque chose qui ne va pas dans le sens, elle n'a rien compris. Donc, l'architecture est partout. On peut le retrouver dans tous les films, voilà, les séries sur Netflix qui sont passionnantes sur l'architecture, Trax notamment.
Et puis on peut franchir la porte aussi de l'école d'architecture de Montpellier puisque vous organisez, parfois des expositions, auxquelles le grand public a accès. Donc les jeunes qui souhaiteraient découvrir ont déjà par ce biais-là la possibilité de le faire? Exposition, conférence, aussi des Ouvert moments à tous, oui. importants. Il y a un programme qui est affiché là en février. L'ARPAL organise 3 conférences, et un programme de 6 conférences à venir, avec souvent des jeunes agences qui questionnent un peu la façon de faire. C'est souvent des collectifs qui se montent. Et il y a eu également des grands noms de l'architecture qui ont Oui, pu venir faire des conférences à l'ENSAM, et une ouvert à conférence tous, de ouais. Fuxas qui était extraordinaire. Voilà, donc, et des expositions. Donc, on a un petit cube, on appelle ça un petit objet dans lequel il y a beaucoup d'expositions qui peuvent avoir lieu. Et surtout, la journée porte ouverte qui va avoir lieu bientôt. Le 11 février, c'est de quelle heure à quelle heure et comment ça se déroule? Alors, le 11 février, grâce à tous nos ambassadeurs, donc à ces étudiants qui ont accepté de devenir ambassadeurs de l'école, on organise des visites dans des stands de 10h à 17h, 3 grandes conférences, des déambulations. Les étudiants vont prendre des petits groupes, parce que quand c'est les étudiants qui parlent aux étudiants, ça va toujours un peu mieux. La peur de l'ancien, la peur voilà, de la personne âgée. Et donc, ils guident les groupes, ils vont aller voir les ateliers, voir Des comment travaux, fonctionne l'atelier des maquette, travaux des d'étudiants maquettes. aussi, Ouais, maquettes, planches. Les planches, c'est, là où on assemble tous nos plans et nos dessins d'architecture qui sont affichés. Donc ça permet de voir un peu ce qui se fait et en général, ça donne envie. On arrive bientôt au terme de cet échange. Si vous aviez, des conseils tous les 2 pour conclure, le mot de la fin à donner justement, aux jeunes qui hésitent encore à s'orienter, vers ce domaine? on va laisser réfléchir une minute parce que c'est pas un exercice évident. Et je remercie Fanny d'être là. Je vais donner mon mot de la fin, on la laissera conclure. Euh, L'architecture doit vous intéresser si vous êtes capable de penser cette continuum, cette chronologie historique. Concevoir un bâtiment à un moment donné, c'est façonner un cours de l'histoire par rapport à quelque chose qui s'est fait avant et à quelque chose qui va se faire après. Donc ça, voilà, il faut apprendre à se positionner dans une histoire, dans une société, et vous allez ressentir des choses absolument fantastiques pendant ces études. Fanny, le mot de la fin? Il faut pas hésiter à postuler aux ENSA, parce que, l'architecture, c'est quelque chose, on peut être intéressé depuis très jeune sans s'en rendre compte. Lorsqu'on est petit, qu'on joue au Playmobil, qu'on crée des mondes, c'est déjà s'intéresser, à l'habitat, à l'architecture. Lorsqu'on est un peu plus grand et qu'on crée des maisons dans les Sims, c'est aussi, un intérêt, de l'architecture. Donc on peut vraiment trouver, de l'architecture de partout et avoir cette passion, depuis toujours. Et donc rentrer, dans une école d'architecture, ça permet, de la développer, d'en faire, une passion et un métier passion. En tout cas, je pense que Voilà. vous êtes parvenus à convaincre, les personnes qui nous regardent puisqu'on a un message qui nous indique: «Ça a l'air vraiment incroyable». Donc, vous avez suscité l'envie a priori, des lycéens ou des jeunes qui souhaiteraient, s'orienter vers ce domaine. En tout cas, si vous souhaitez en savoir davantage sur les études en architecture, je vous invite donc à participer aux journées portes ouvertes, de l'école, d'architecture de Montpellier. On l'a dit, hein, c'est le 11 février prochain. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps avant de finaliser votre, projet d'orientation puisque vous avez jusqu'au 9 mars pour formuler vos vœux. La date butoir pour valider votre dossier sur Parcoursup est quant à elle fixée au 6 avril. Ça, c'est pour le calendrier. Et puis, si vous souhaitez revoir cette table ronde ou cet échange, sachez que ce direct live consacré aux études en architecture sera accessible en ligne via la plateforme Compass, via leur chaîne YouTube. Merci à tous les deux pour vos témoignages et puis merci à Merci. ceux qui nous ont suivis en ligne et bon courage dans vos démarches d'orientation. Merci. Au Merci revoir. à vous.